En tout cas, une comptabilité, ça peut se rentabiliser. Enfin, pour le coût que ça a, on peut en retirer un bénéfice assez intéressant par rapport à une micro-entreprise où on déduit pas ses frais et où on n'a pas de protection sociale et où on va dans le mur. Ça peut être assez intéressant d'avoir un expert comptable. Il y a un effet volume, parce qu'aujourd'hui, être imposé sur le chiffre d'affaires, si votre volume est petit, c'est vrai que c'est pas très grave. Parce que la micro-entreprise a quand même des belles qualités, notamment c'est très simple de fonctionnement, c'est parfait pour tester un marché. Quand je vois un photographe comme micro-entreprise depuis 8 ans, je trouve ça un peu dommage. Après, ça peut lui aller, si jamais tout lui va à côté, ça peut être intéressant, mais en général, c'est parfait 2-3 ans maximum. Et quand on commence à dépasser les 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant de passer en prix réel. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Paul Lefebvre, mon expert comptable, et qui est également l'expert comptable de nombreux photographes au sein de mon agence, le Collectif DR, et bien encore puisqu'il s'est vraiment spécialisé dans cette thématique-là. Avec lui, nous parlerons de gestion administrative d'une entreprise de photographie, des statuts professionnels, de TVA et de plein d'aspects importants pour bien gérer votre activité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire, une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Paul et vous souhaite une bonne écoute. Salut Paul, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Fred, je m'appelle Paul Lefebvre, je suis diplômé d'expertise comptable et je travaille au sein du cabinet CF Expert où j'ai développé une spécialité concernant les photographes professionnels. Ok, tu peux nous parler un peu de ton parcours pour que les gens apprennent un peu à te connaître, par où t'es passé, par quelle école peut-être ? Oui, alors moi je suis quelqu'un d'hyper original. Après le lycée, j'ai fait une licence compta, puis un master compta, puis le diplôme d'expertise comptable. J'étais à la TSM, la Toulouse School of Management, anciennement l'IAE. Et de tout cas, j'ai beaucoup appris, donc c'était vraiment une très bonne formation. Et j'aime beaucoup mon métier, je trouve qu'il y a pas mal de choses à apporter, y compris dans des professions comme la photographie professionnelle. Ok. Tous les deux, on se connaît depuis un long moment. On a été coloc ensemble quand on faisait nos études. Et puis, quand j'ai monté mon entreprise, je suis allé dans ton cabinet à l'époque où tu bossais dans un cabinet à Toulouse. Enfin, un autre cabinet à Toulouse. Et c'est toi qui as monté, qui a géré ma première société. Oui. Et ensuite, on a ouvert de nouvelles sociétés, etc. Et aujourd'hui, tu représentes, tu travailles au final pour plusieurs photographes de l'agence DR, du collectif DR. L'idée de ce podcast, c'est qu'on parle un petit peu des différents cas de figure qu'on rencontre certains photographes, et parler des questions qui se posent, des réponses que tu apportes en général, l'intérêt aussi de bosser avec toi. L'idée, c'est aussi de parler un peu de ton mémoire, donc que tu as fait pour valider ton expertise comptable. Oui. Tu peux nous en parler un peu ? Oui. Alors, justement, grâce à toi et à partir de nos échanges, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie lacune d'information chez les photographes professionnels par rapport à leur statut. Parce que la France aime faire les choses simples et a donc décidé que les photographes seraient divisés en 3 professions. Les artistes-auteurs photographes, donc qui auront la particularité d'être traités comme des artistes au niveau fiscal et social du terme. Nous avons les artisans photographes, qui seront traités comme des sociétés artisanales comme le boulanger, et les photographes pigistes qui seront assimilés salariés. Et donc, quand on voit un photographe avec son appareil photo, il peut avoir 3 régimes fiscaux différents, et ça peut être assez technique. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, tu m'as présenté plusieurs personnes, qui m'ont ensuite présenté plusieurs personnes, enfin j'ai eu un réseau assez sympathique, et souvent la question qui revenait beaucoup, c'était: je suis photographe en micro-entreprise, je fais tant de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que je suis bien inscrit ? Est-ce que je ne fais pas une erreur ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire ? Et donc j'ai pris l'habitude qu'une fois par semaine depuis 1 an, sans exagérer, j'en ai beaucoup, mais en rendez-vous simple et gratuit, de gens qui font une visio avec moi, de photographes essentiellement, ou parfois vidéastes, toujours dans le milieu de la vidéo, photo, d'étudier leur cas, savoir leurs particularités, parce qu'il n'y a pas de cas pareil. En fait,
tous un métier, on dit tous photographes, mais ça parfois a vraiment strictement rien à voir. Il y a une petite tendance photographe de mariage, mais même dans les photographes de mariage, c'est assez différent. Et par rapport aux préférences de chacun, par rapport au statut de chacun, par rapport, je sais pas, on peut avoir en fonction de leur statut marital, en fonction de leurs envies, en fonction de ce qui compte prendre leur retraite en France ou non, avoir plein de solutions différentes. Et du coup, je me régale à faire ça, parce que ça me fait une bonne base de données. Ça me l'a fait pour mon mémoire, et aujourd'hui encore, j'actualise. De cas et de comparatifs pour savoir ce qui est le mieux pour les gens. Ouais, dans ton mémoire, tu as essayé d'être exhaustif, parce que ça n'avait pas été fait, tu m'avais dit, encore, ce domaine d'études. Alors, les experts comptables disposent d'une base de connaissances où ils compilent tous les bons mémoires, entre guillemets, tous les mémoires qui apportent pour eux à la profession. Et en fait, ça nous sert beaucoup. Par exemple, moi, j'avais une crèche associative qui est rentrée au cabinet. J'avais besoin d'aide pour gérer ces différentes particularités. Je suis allé dans la bibliothèque et j'ai cherché la crèche associative et j'ai trouvé plein de mémoires qui traitaient ça. Lorsque j'ai cherché les photographes professionnels, pour voir si j'avais des confrères qui avaient fait la même chose que moi auparavant, je suis tombé sur un mémoire des années 80 sur le photographe publicitaire, qui est un métier je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça aujourd'hui. Et donc j'étais tout seul, quoi. Et dès que j'ai proposé à mes tuteurs ce sujet, ils étaient assez enjoués parce que, sous réserve que j'apporte assez, que je suis assez différent du cas standard, c'était original. Donc ça s'appelait. Excellent. Justement, tu t'es basé sur quoi pour faire, à part les entretiens avec les gens que tu as pu rencontrer, ça a été quoi tes sources et tes ressources pour faire ce travail? Alors il y a deux grandes écoles dans la photographie professionnelle en France. Nous avons donc l'avocate Joëlle Verbruge, d'un côté, donc côté juridique, et le photographe professionnel Éric Delamarre. Et du coup, donc c'est deux littératures assez souvent opposées, c'est assez original. C'est que quand ils tombent d'accord, c'est que tout le monde est d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, c'est vraiment les deux grandes écoles sur le sujet. Et voilà, donc je me suis basé sur ces travaux-là. Et pour le coup, voilà, il y a de côté une avocate excellente, point de vue juridique, et vraiment assez théorique. Et de l'autre côté, le point de vue pratique d'un photographe professionnel qui a l'habitude de rédiger des livres sur le cas. Et je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue d'un expert comptable, le point de vue de quelqu'un qui regarde vraiment le côté fiscal-social. Ça tombe bien parce qu'en plus les deux sont passés dans le podcast. Donc les gens pourront écouter les deux entretiens. C'est les deux piliers aujourd'hui. Sur Internet, on trouve que ces deux-là. Au final, si tu devais résumer, quand tu parlais, donc tu disais que c'était assez complexe, que chaque photographe est différent par rapport à son niveau de revenu, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire aussi potentiellement comme style de photo, enfin pas style de photo, mais à qui il veut facturer, c'est surtout ça, non? C'est surtout par rapport au client? Oui, exactement. En fait, la particularité, c'est que les photographes artistes-auteurs aura des avantages fiscaux et sociaux parce qu'ils relèvent du régime des artistes-auteurs en France. Mais par contre, ces activités sont limitées au champ d'activité des artistes-auteurs. Alors, avec notamment la cession de droits et les tirages d'art. Si jamais vous dépassez ces activités-là, si vous faites d'autres choses, typiquement de la photographie artisanale comme la photographie de mariage, il faut être photographe artisan. Et toute la complexité de l'affaire, c'est pour les gens qui font un peu de tout. Ça, c'est typiquement assez difficile à déterminer, avec notamment une confusion de certains URSSAF et de certains centres des impôts qui disent que vous ne pouvez pas être entrepreneur individuel deux fois, sauf qu'ils refusent qu'il y ait deux statuts, sauf que vous pouvez parfaitement cumuler les deux statuts. Il faut juste leur expliquer avec le plus de minutie possible que vous êtes bien entrepreneur individuel une seule fois, vous avez le même CRN, mais par contre vous avez d'un côté une partie auteur, de l'autre côté une partie artisan, et il faut bien distinguer les deux déclarations. Donc là pour le coup deux numéros SIRET. Ou c'est ça, un SIREN mais deux SIRET. Oui, je me demande si j'ai même pas déjà le cas de deux fois le même SIRET mais avec deux déclarations différentes, quoi. Ça, c'est vraiment inutilement compliqué, mais par contre c'est important parce que c'est quelque chose où parfois les impôts ou les URSSAF disent que vous n'avez pas le droit. En fait, vous avez le droit, parce que c'est bien deux régimes sociaux et fiscaux différents. Et au sein de chaque activité, on peut être soit en micro-entreprise ou micro-BNC par la partie auteur, donc pas besoin de compta et on déclare les deux micros, soit une partie entrepreneur individuel, soit au frais réel et une partie micro, soit une société. Enfin après, on peut imaginer toute
tout est possible, quoi. Ça dépend vraiment des besoins. Est-ce que tu peux expliquer et clarifier peut-être la différence entre un statut administratif, un statut, de la façon dont tu déclares tes impôts? Tu vois, on dit beaucoup auto-entrepreneur, on pense que c'est un statut en tant que tel, mais en fait c'est plus un régime Tout fiscal. à fait. Alors, en France, vous devez déclarer vos activités. Il faut déclarer dans la vie. Faut pas faire de travail au noir. Et lorsque vous déclarez votre activité, soit vous déclarez en nom propre, on appelle ça une entreprise individuelle, soit vous déclarez au sein d'une société, au sein d'une personne morale. Donc là, il faut créer la société. Et votre société, vous faites soit une SARL, EURL, soit une SAS, SASU, enfin, tout est possible. Lorsque vous déclarez en entreprise individuelle, vous faites soit ce qu'on appelle une déclaration simplifiée dite micro-entreprise, ce qu'on appelle auto-entrepreneur. Auto-entreprise, micro-entrepreneur, c'est pareil aujourd'hui. On fait soit la simplifiée, soit la aux frais réels, la déclaration normale aux frais réels, où du coup il faut produire une comptabilité, et on peut déduire ses frais, etc. C'est la grande différence entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle aux frais réels et société, c'est qu'on n'est plus imposé sur... on n'est d'une part imposé sur son chiffre d'affaires quand on est en micro, alors qu'on est imposé sur son bénéfice quand on est sur toutes les autres formes en fait. Et l'intérêt d'être imposé soit sur bénéfice, soit sur chiffre d'affaires, c'est quoi? Alors, lorsqu'on est imposé sur chiffre d'affaires, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de comptabilité, c'est hyper simple. Vous allez sur le site URSSAF auto-entrepreneur ou sur l'équivalent des artistes-auteurs, vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous êtes imposé dessus. Donc c'est en termes de fonctionnement très simple, et on économise le comptable. Alors que quand on est imposé sur bénéfice, ce qui est bien, c'est qu'on peut déduire tous ces frais. Donc les frais de production, les frais de déplacement, la sous-traitance, on cotise et on est imposé que sur ce qui nous reste. Donc c'est beaucoup plus juste. Par contre, c'est un peu plus complexe. Il faut faire appel ou pas un comptable. En tout cas, il faut produire une comptabilité. Donc ça, vous faites vous-même, soit vous le faites faire. Et c'est là où il va y avoir... Là, c'est en général, c'est là où je te cite. Comme dirait Fred Marie, le mindset qui va rentrer en compte, c'est-à-dire que quand je suis en micro-entreprise, j'ai besoin d'investir 100 € de plus dans quelque chose, j'ai pas envie parce que comme je suis imposé sur mon chiffre d'affaires, c'est très désagréable de taper dans son argent perso. Alors qu'à l'inverse, quand on est aux frais réels, j'ai besoin de 100 € de plus, de toute façon, ce sera 100 € sur lequel je ne serai pas imposé. C'est utile dans mon activité, donc psychologiquement, c'est très différent. C'est-à-dire que je veux investir dans ma boîte, c'est super, au moins je pourrais déduire, quoi. Et ça va rentrer dans mes frais et c'est quand même assez positif. Ouais, et c'est notre démarche en fait de se dire que c'est une entreprise, même si c'est une entreprise individuelle, ça reste une personne morale. Non. Non, pas forcément. Individuel, c'est pas une personne morale. Oui, non, une personne physique, pardon. Attends. Oui, non, c'est une personne physique, donc oui. C'est toi. Oui. Ok. Oui. Mais ça reste comme tu as une comptabilité différente. L'argent qui rentre n'est pas forcément à toi directement. Il y a un compte bancaire à part obligatoire dès qu'il y a plus de 5 000 € de chiffre d'affaires par an. En général, il faut faire un compte bancaire à part. Et sur ce compte bancaire, on va avoir les encaissements professionnels et si possible les décaissements professionnels. Ouais. Et là-dessus, on va pouvoir en déduire un bénéfice. Et là, tu as les mêmes logiques de risque d'abus de bien social, voilà, que ce soit une personne morale ou physique en fait du coup. La grande question sur laquelle je suis assez souvent interrogé, c'est qu'est-ce que je peux déduire dans ma comptabilité? Et là, le droit français est assez simple, c'est je peux déduire tout ce qui est utile dans le cadre de mon activité. J'ai besoin de stylo, déduis tes stylos. C'est assez simple. Il y a quelques limites, comme les cadeaux clients, qui sont plafonnés à 73 € TTC par tête par an. Il y a la partie véhicule, où là ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier, mais les véhicules, c'est une comptabilité, une fiscalité particulière. Vous pouvez bien déduire des éléments, mais il y a une manière de le faire, avec les indemnités kilométriques notamment. Et il y a tout ce qui est vêtements, où les seuls vêtements déductibles sont les vêtements qui sont floqués, qui est marqué en gros le nom de ta boîte sur le t-shirt, ou les vêtements de sécurité comme les chaussures de sécurité et les casques. Donc c'est pour ça que vous voyez dans le bâtiment des gens avec marqué leur nom dans le dos URL, c'est parce qu'ils veulent déduire. Ok. Ouais, c'est intéressant de savoir ça. Tant qu'on est dans les choses un peu complexes, en tout cas ça commence peut-être à être un peu complexe pour certains qui nous écoutent et c'est compréhensible parce que ça prend du temps de comprendre tout ça. Parlons un peu de TVA. Oui. Parce que c'est un truc, quand on parle de déduction, là tu parles de déduire des frais de ta boîte, oui. Mais il y a un autre niveau, c'est le déduire de la TVA, et qui est du coup l'intérêt d'avoir une société. Oui. Alors, une société ou entreprise individuelle, l'intérêt c'est de se déclarer.
c'est que dès que vous allez dépasser les plafonds de TVA qui sont pour la prestation de service, alors plafond de TVA, prestation de service, ils changent chaque année. Donc, hop. Donc là, on va être sur 39 100 euros. Dès que vous dépassez ce chiffre d'affaires-là, vous devez déclarer la TVA. Donc pareil, c'est un pilier psychologique. C'est un palier psychologique. Vous pouvez rester en micro-entreprise et déclarer la TVA, parce que le plafond de la micro-entreprise, il est à, je crois, 80 000 euros. Donc vous pouvez être en micro-entreprise et déclarer la TVA, mais c'est dommage, parce que pour la déduction, c'est quand même plus simple d'avoir une comptabilité. Et tu peux choisir des 0 euros de chiffre d'affaires d'être à ce régime-là. En fait, l'intérêt de se mettre à TVA dès le début, c'est qu'on va pouvoir déduire la TVA sur ses frais, notamment quand il y a des investissements de départ. Donc prenez un photographe, il va acheter un Mac, il va acheter son appareil photo, il va acheter des objectifs qui coûtent un bras, autant récupérer la TVA dessus. C'est en gros, c'est comme si tu faisais 20% d'économie sur ton matériel photo, vidéo, Exactement. etc. Exactement. Et ensuite, il y a un aspect très important qu'il faut comprendre, c'est que la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, quand vous vendez à un professionnel, qui est lui-même assujetti à la TVA, c'est neutre pour lui. C'est-à-dire que toi, tu es assujetti à la TVA, moi, quand je te facture, il y a la TVA dessus, mais finalement, tu vas regarder que leur taxe, parce que la TVA que tu vas me payer sur la facture, tu vas pouvoir la déduire de ta déclaration de TVA à toi. Du coup, quand on est en B2B, entre professionnels assujettis, parce qu'il y a des professionnels non assujettis, donc ça casse un peu, mais lorsqu'on est entre assujettis, on parle qu'en hors taxe. Et là-dessus, ça fluidifie pas mal. Donc typiquement, un photographe corporate qui facture une boîte française qui est assujetti à TVA, il s'en fiche de lui être assujetti à TVA. Comme ça, lui, quand il facturera du TTC, les 20% de TVA, son client, il s'en fiche de les payer. Et sur tous ses frais fixes, le photographe va pouvoir récupérer la TVA. D'autant plus qu'il me semble qu'il y a un taux de TVA réduit pour les auteurs, non? Il me semble, c'est pas 10%? Alors, c'est 10% sur la session de droit et 5,5 pour les pour les tirages d'art. D'accord. Donc, tout bénef. Parce qu'en gros, tout bénef parce que tu peux être en crédit de TVA, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que si jamais vous avez plus de frais que de TVA déductibles sur vos achats que de TVA collectée sur vos ventes, vous pouvez être en crédit de TVA et demander le remboursement. Donc ça devient hyper intéressant. Ouais, carrément. On a parlé de TVA, on a parlé des statuts, je pense que c'était assez clair. Bon, il y a le statut de photojournaliste, tu as dit qu'il est assimilé à salarié. Oui. Donc là, il n'y a pas de question de SIRET, il n'y a pas de question de TVA. C'est vraiment toute cette grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui vous avez une loi qui protège les photographes, les photojournalistes. Alors cette loi, c'était la loi Cressard, qui force les maisons de presse à payer les journalistes en bulletin de salaire, donc en pige. La problématique, c'est que quid des gens qui travaillent pour des journaux étrangers, alors que ça, ils ne reconnaissent pas, et quid des journaux qui ne respectent pas la loi, mais bon, le rapport de force entre journalistes et maison de presse est tel qu'il est aujourd'hui. Une maison de presse vous dit j'achète ton article, par contre je veux pas de bulletin de salaire, je veux que tu me donnes une facture. Ils devraient, dans la vraie vie, insister et dire non, mais loi Cressard, fais-moi un bulletin de salaire. Dans la vraie vie, s'ils font ça, ils perdent leur job. D'autant plus qu'il y a aussi la nuance que pour l'employeur, c'est pas obligatoire, même avec cette loi, de payer en salaire quand c'est un travail qui n'est pas un travail de commande. Tu sais, quand c'est de l'archive, ça peut être payé en droit d'auteur et en fait, techniquement, ça devrait même être payé en droit d'auteur. T'as les syndicats c'est pas un syndicat, mais l'UPP, l'Union des photographes professionnels, dans laquelle en fait les photojournalistes sont minoritaires, c'est surtout des photographes auteurs, artistes-auteurs, quelques artisans aussi, mais essentiellement des gens qui vendent des droits d'auteur, eux vont être amenés à vendre des droits d'auteur plutôt que du salaire en pige. Et en fait, vu que les journalistes ont toujours été un peu minoritaires dans la photo, aujourd'hui il n'y a que 500 photojournalistes encartés avec la carte de presse, donc c'est rien. Même moins, je crois que c'est tombé à 200 ou 300. C'est impressionnant. Ouais, ça c'est vraiment que ça figure, mais en même temps, comme tu as dit, c'est la réalité du marché qui fait ça. Et du coup, il y a un journal qui va acheter des photos déjà faites, il n'est pas censé être obligé de les acheter en salaire. Par contre, s'il envoie quelqu'un en commande, qui travaille pour lui en tant que journaliste, là effectivement la loi Cressard s'applique et le pigiste a les mêmes droits en théorie qu'un salarié traditionnel, quoi. Mais bon, c'est toujours délicat. Ouais. Donc il y a un vrai intérêt quand on est photojournaliste. Quand on est en commande, être payé un bulletin de salaire, mais à côté, surtout que rares sont les photojournalistes qui vivent que de commandes. Du coup, à côté, avoir un statut, en général artiste-auteur, qui doit y être,
et faire des sessions de droit. Puis de toute façon, dans les grands médias, dans les grands groupes de médias, par exemple Bayard, Prisma, etc., les syndicats sont tellement puissants pour le coup que la compta en général propose parfois même de payer en salaire pour un achat de photos comme ça. Parce que ça permet de rentrer des gens aussi dans le système, des salariés, donc du coup derrière c'est un jeu de syndicat classique que tu dois avoir dans plein de métiers. D'ailleurs, petite question par rapport à... Toi, tu n'as pas que des photographes comme clients. Tu as aussi beaucoup de restaurants, bars tabac, etc. Oui, exactement. Quel regard toi tu portes sur notre profession, à part que c'est un sacré bordel niveau différence de statut, etc. Alors c'est vraiment une profession de TPE, on est sur la très petite entreprise, beaucoup d'individuels, parfois des couples qui se mettent en société ou alors en entreprise individuelle qui se refacturent des éléments. Ce qui est cohérent parce que lorsqu'on se monte en société, il y a un double intérêt pour la société. D'une part, c'est pouvoir s'associer, avoir un associé, donc partager le bénéfice et partager les risques. Mais dans la photographie, vous êtes quand même beaucoup des loups solitaires. Ne serait-ce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup en duo, mais qui veulent aussi avoir à côté qu'à eux. Du coup, ils se mettent à deux entreprises individuelles et ils se refacturent des éléments. Pourquoi pas. Et d'autre part, l'autre intérêt de la société, c'est pouvoir acheter et vendre des fonds de commerce. Or, à part les studios photo, en général, il y a peu de fonds de commerce de photographes. Parce qu'on ne va pas chez photographe, le joli photographe vert, on va chez monsieur Flash parce que on veut le photographe, on veut pas sa marque, on veut lui. Du coup, c'est pour ça que c'est assez parfois difficile de déléguer. Et c'est assez intuitu personné si on peut caler du latin. C'est vraiment, on veut la personne du photographe. Et du coup, rares sont les photographes qui revendent un fonds de commerce pour un mariage, tu vois, par exemple. Ouais. Ça se fait un peu dans les studios photo, ça se fait un peu dans la vidéo, parce qu'il y a quand même parfois des archives assez conséquentes. Mais sinon, en général, on reste en individuel. Ouais. C'est vraiment ce que je vois. Après, au niveau de la profession, à part les photographes de mariage, où ça peut quand même plutôt bien aller, en général, c'est quand même des activités qui galèrent, faut le dire. C'est assez compliqué. Après, j'ai des super photographes de mariage qui arrivent à faire des belles prestats, mais le reste, c'est assez compliqué. Voilà, à moins de faire partie des quelques artistes-auteurs qui réussissent à avoir un vrai nom, quelque chose de très reconnu, c'est vite un peu technique. Mais c'est pas parce qu'il y a un petit volume qu'il faut rester en micro, qu'il faut garder les yeux dans le guidon, quoi. C'est quand même intéressant de prendre un peu de hauteur, d'avoir une stratégie, de penser à long terme. Parce que typiquement, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que la micro-entreprise a un défaut majeur, c'est sa très mauvaise protection sociale. Donc on pense qu'on veut du système de retraite aujourd'hui, on pense qu'on veut de l'URSSAF, etc. Mais aujourd'hui, on a une vraie problématique par rapport à la protection sociale des micro-entrepreneurs qui ne sont pas assez couverts. Parce que, tu le sais, dans la protection sociale, il y a l'URSSAF basique, la carte vitale, etc. On a la retraite, ou pas. Et surtout, on a, en plus, il faut en général cotiser en plus, à une mutuelle. Donc la mutuelle va avoir pour fonction de compléter ce que l'URSSAF ne prend pas en charge. Donc typiquement, quand tu vas chez le dentiste ou quand tu vas chez l'opticien, tu sais ce que c'est. Il faut vraiment compléter les frais médicaux pour rembourser les frais médicaux. Et une prévoyance, donc en général c'est ce que tout le monde oublie d'avoir. La prévoyance, ça va être sur les arrêts long terme, donc invalidité et décès. Donc là, il faut toucher un peu de bois, mais ça arrive. Le problème, c'est que nous, en comptabilité, comme on a pas mal de clients, on a un spectre assez large, et on voit les cas où ça se passe mal, avec le Covid, on l'a vu, avec des gens qui tombaient malades, etc. Il faut protéger les gens. Et la prévoyance, donc c'est en cas de gros pépins. Parfois, les gens se disent, non, mais c'est bon, j'ai une assurance dans ma boîte. Donc, ça permet d'avoir... c'est déjà très bien, ça s'appelle les assurances sommes clés de certaines banques qui font ça, où la boîte touche un complément de revenu parce que le gérant est malade, l'entrepreneur individuel est malade. C'est déjà ça, par contre, il faut avoir une prévoyance qui permette non pas à la boîte de gagner de l'argent, mais à l'entrepreneur individuel. C'est-à-dire, si toi tu es malade, tu as toi-même une rente, un revenu, parce que tu es malade, quoi. Et donc ça, les gens n'en ont pas assez, ou alors n'ont pas sur de bonnes bases, et c'est important la prévoyance. C'est vraiment ne pas en avoir, c'est demain tu te pètes la jambe ou t'as un gros problème, quoi. Surtout sur l'invalidité. Donc si tu te pètes vraiment, si tu te fais couper les jambes, t'es très très mal, quoi. Donc il faut vraiment penser à ça, cette partie prévoyance qui est pas le cas ça n'existe pas en micro-entreprise. Et ce qu'on fait, en général, c'est qu'on prend des contrats dits Madelin,
Donc c'est un type de contrat, il faut voir avec votre assureur ou votre banquier, c'est un type de contrat que tu peux déduire en comptabilité. Donc quand tu es en entreprise individuelle ou en société, tu prends un contrat à Madelin, et comme ça, ça te fait des charges en plus, tu déduis plus de choses, et ça te sert à quelque chose. Ta protection sociale... Ouais. Tu veux dire, en gros, pour un photographe, par exemple, qui a, je sais pas, la cinquantaine, tu vois, qui fait ça, c'est un peu sa deuxième partie de carrière, qui se reconvertit dans la photo, qui a le choix entre monter une auto-entreprise ou monter une boîte, mais qui se dit, c'est trop compliqué, je vais monter une micro-entreprise. Ça peut être un mauvais choix parce que il aurait peut-être besoin d'avoir cette complémentaire santé en plus, d'être dans sa boîte et d'être salarié de sa boîte ou d'être dirigeant salarié ou... Oui, alors, tu soulèves de bonnes questions. C'est pas parce qu'on est âgé qu'il faut commencer à s'occuper de sa prévoyance. Même chez les jeunes, ça peut arriver. Et d'ailleurs, les contrats Madelin, c'est un contrat d'assurance. Donc, contrairement à l'URSSAF au régime général, on va regarder qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des questions un peu intrusives. L'assureur, il va savoir si tu fumes. C'est légal ça? Parce que j'avais cru comprendre que c'était illégal maintenant de savoir si la personne avait une maladie ou ce genre de truc. Alors, le problématique, c'est que jamais tu caches ta maladie et que l'assureur arrive à prouver que tu l'avais, tu ne seras pas couvert sur cette partie-là. Par exemple, t'as un énorme fumeur, tu caches que tu fumes, t'as un cancer du poumon, tu vas finir par être embêté, quoi. Ouais, j'en ai peur. En tout cas, tu peux aller au procès, quoi. Quitte à gagner. Et aller à un procès, c'est toujours un peu embêtant. Par rapport aux cinquantenaires qui a des petits problèmes de santé, il va y avoir un intérêt carrément, parfois, à aller jusqu'à la SAS, c'est-à-dire un type de société où tu vas être président assimilé salarié, pour pouvoir bénéficier de la protection sociale des salariés, qui est la meilleure de France. Hein. Et dans cette protection sociale est incluse une prévoyance. Et ça peut être hyper intéressant, comme si leur savent, tu n'as pas de notion de... C'est obligé de t'accepter, quoi. Alors que si jamais tu as une incapacité, une invalidité et que tu cherches un contrat Madelin, les assureurs peuvent te refuser. Donc c'est un peu triste. Okay. Il faut vraiment se dire, la Madelin, c'est à la carte. Sauf que si jamais vous partez malade, ça peut être compliqué. Ouais. Et ce qui est intéressant de noter, peut-être, c'est le fait qu'au final, même quand tu es auto-entrepreneur, tu cotises quelque part. Oui. Parce que tu payes beaucoup de charges. Tu payes, je crois que c'est 26-27% non, sur ton bénéfice, quelque chose comme ça. C'est 22%. Mais 22% de ton chiffre d'affaires, ton bénéfice, justement. Donc c'est la problématique. Ouais. Et, mais du coup, t'as pas les services derrière, quoi. Tu payes pour rien, entre guillemets, quoi. T'as la sécu. Ouais. T'as une base de retraite mauvaise, mais t'as une base de retraite. Enfin, c'est quand même déjà ça. C'est-à-dire que t'es pas... Tu participes au système de Ponzi, mais pas trop comme ça. Non, tu cotises quand même. T'as quand même une protection sociale, même si elle est minime, mais t'as le remboursement de frais de santé notamment. Tu cotises à la retraite. C'est sur une base pas terrible parce que du coup, il y a des décotes. Mais tu vas tes trimestres. C'est déjà ça. T'es déclaré, quoi. Et c'est quand même intéressant. Ok. C'est intéressant parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup et surtout quand on est jeune, on n'y pense pas forcément. On se dit que de toute façon c'est mort pour la retraite et qu'on est en santé, donc on voit pas ça. Mais c'est vrai que c'est important de le souligner. Oui. T'as raison. Puis ne serait-ce que pour faire de la retraite par capitalisation, toi qui adores ça, tu peux faire des contrats PER, des plans d'épargne retraite, et commencer à mettre de côté de l'argent que tu toucheras à la retraite. C'est vraiment intéressant. Bon. Après, tu peux aussi dire, je mets pas là, je le retire, mais j'achète un appartement derrière pour avoir une retraite comme ça. Mais l'avantage du PER, c'est que au moins c'est déductible. Comme ça permet de réduire ton bénéfice. Et puis, dans la vie, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Faut faire un peu de PER, un peu d'immobilier, un peu de tout, quoi. Le PER, c'est quoi le taux à peu près? Tu sais? Ça dépend de l'assureur. C'est un placement. Hein. Enfin, l'assureur de gestion de patrimoine, pardon. C'est un placement qui sera rémunéré comme il peut. Ça remonte, hein, comme des taux d'intérêt remontent. C'est pas si mauvais. Okay. Et l'avantage, c'est que tu peux déduire ça, quoi. C'est une charge déductible. Donc ça peut être assez intéressant. De toute façon, comme tu le sais, moi j'ai tout mis en crypto. Hein, donc, Voilà, c'est un autre style, mais c'est pas déductible. Ah mince. Ça me fait arriver sur une question que beaucoup de photographes se posent, c'est pourquoi j'irais payer un comptable, sachant que tu l'as dit au début, qu'on peut se débrouiller tout seul, on n'est pas obligé par la loi d'avoir un comptable. Tout à fait. Quand tu as une société, tu es quand même obligé d'avoir un bilan comptable signé par un comptable, non? Non, bilan comptable. Alors, soit tu fais tes propres états financiers tout seul, tu les fais tu produis toi-même, soit tu les fais faire par un expert comptable. Donc, faut pas aller chez un comptable, pas expert comptable, mais tu peux les faire toi-même. Donc, il faut pas que ce soit validé par un expert? Pas forcément. Non, faut valider par toi-même. Okay. C'est possible.
Ce qu'il ne faut pas, c'est aller s'étaler chez un faux expert comptable. Ok. Ça, c'est très... Vraiment, faut pas faire ça parce que le travail sera fait n'importe comment. Ça se fait beaucoup ça, il y a encore des gens qui... Ah oui. Des experts en comptabilité, il y en a encore beaucoup sur Internet. Hein. Faut faire attention. Ok. Après, voilà, il y a des clients qui sont très débrouillards, qui s'aident d'outils en ligne. Il y a des cabinets d'expertise comptable en ligne aujourd'hui. C'est très efficace pour la production, mais la difficulté, c'est le conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des outils plutôt bien faits sur la partie comptabilité en ligne. Mais voilà, pour avoir quelqu'un, c'est un standard, vous parlez à un robot, c'est un style. Je dis pas. Aujourd'hui, aller chez un cabinet d'expertise comptable traditionnel, donc le mien ou d'autres, cabinet d'expertise comptable pignon sur rue, l'avantage c'est que vous avez un comptable dédié et vous pouvez poser vos questions de stratégie. Alors que parfois, je me rends compte en discutant avec des prospects que j'ai en face de moi quelqu'un d'hyper bon, mais qui n'a pas les conseils, alors qu'il pourrait faire. Il lui manque la partie intéressante. Mais aujourd'hui, c'est une problématique de notre profession à nous, experts comptables, où on vend un abonnement qui est la comptabilité, où finalement notre valeur ajoutée n'est pas énorme, et on offre le conseil, qui est inclus dans la comptabilité, où la valeur ajoutée est beaucoup plus importante. Et ça, c'est non dit, quoi. Donc c'est là où notre profession à nous est à la ramasse, c'est en termes d'image, en termes de communication. Moi, je vends du conseil aujourd'hui. Moi, je ne m'amuse pas à faire des déclarations de TVA. Je l'ai fait. Elles sont produites, elles sont justes. Mais par contre, ce qui m'éclate, c'est vraiment de voir l'avenir, compléter la protection sociale, pourquoi pas faire de la sous-traitance, comment optimiser ta marge, comment optimiser tes frais. Là, on commence vraiment à travailler, quoi. Ça, du coup, c'est plus un travail de gestion que de comptable. Oui, mais aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptables le font. Enfin, on se réinvente, quoi. C'est vraiment, on est obligé de faire ça, déjà parce que c'est beaucoup plus intéressant intellectuellement, et on a une vraie valeur ajoutée, on a une vraie plus-value, quoi. C'est important de se faire quelque chose. Ouais, c'est clair. Oui, puis il y a aussi la question quelque chose qui est encore moins mis en avant, je pense, mais encore plus important, c'est la question du réseau aussi. Oui. Même si c'est pas votre boulot, vous comptable, de mettre en relation des gens, mais en tout cas, c'est avoir un expert comptable, c'est aussi intégrer un réseau, à condition de le solliciter aussi. Oui, c'est vrai que nous travaillons avec des avocats en droit du travail et en droit de société. Quand il y a besoin, on les fait intervenir avec plaisir. On travaille avec des notaires, on travaille avec des assureurs. Je suis très fier du cabinet Axel Sogera qui travaille avec nous. Ils sont super bons. Je l'ai fait intervenir sur un dossier, avec un restaurateur qui était pas très au fait de la protection sociale. Il a pris un relevé bancaire et a dit ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert, ça il vaut moins que ça. Génial. c'est vraiment top de travailler avec des professions complémentaires. Et là, pour moi, il y a une super synergie qui se met en place. Ouais, c'est clair. Donc voilà, quand un prospect vient me voir par rapport à ces problématiques-là, l'idée c'est vraiment savoir ce qu'on vient chercher, s'il y a besoin ou pas de moi, et après c'est à moi de le vendre et de montrer ce qui est possible de faire, quoi. En tout cas, une comptabilité, ça peut se rentabiliser. Pour le coût que ça a, on peut en retirer un bénéfice assez intéressant par rapport à une micro-entreprise où on déduit pas ses frais et où on n'a pas de protection sociale et où on va dans le mur. Ça peut être assez intéressant d'avoir un expert comptable. Il y a un effet volume, parce qu'aujourd'hui, être imposé sur le chiffre d'affaires, si votre volume est petit, c'est vrai que c'est pas très grave. Parce que la micro-entreprise a quand même des belles qualités, notamment c'est très simple de fonctionnement, c'est parfait pour tester un marché. Quand je vois un photographe qui a une micro-entreprise depuis 8 ans, je trouve ça un peu dommage. Après, ça peut lui aller, si jamais tout lui va à côté, ça peut être intéressant, mais en général, c'est parfait 2-3 ans maximum. Et quand on commence à dépasser les 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant de passer en frais réels. Mais après, il n'y a pas de photographe pareil. Il y en a, ils font tout de chez eux. Ils photographient des gens dans la rue et ils font leur mariage à 2 pâtés de maison de chez eux. Ils ont l'ordinateur qui fonctionne encore, qui est amorti. Et leur appareil photo, il ne change pas souvent. T'as pas de frais, quoi. En tout cas, c'est bien. Peu intéressant d'avoir un comptable. Pourquoi avoir un comptable? Avoir des frais, d'avoir une comptabilité avec déduction des frais. À côté, il y en a qui sont hyper techno, qui vont changer d'appareil photo tous les 6 mois, qui vont se déplacer partout en France et qui vont avoir beaucoup de sous-traitance. C'est hyper intéressant d'avoir un comptable. Ouais. D'autant plus que peu importe la spécialité du photographe, aujourd'hui, tu es quand même obligé, le marché t'oblige à avancer beaucoup de frais. Tu es obligé de produire beaucoup de choses.
Pour la photo de presse, c'est très vrai parce qu'il faut que tu prennes des avions, des hôtels, voilà, tu as plein de frais qui sont inhérents au fait que tu dois produire quelque chose. Mais je pense même en termes pour des photographes corporate ou photographes de mariage ou de studio, tu es obligé de montrer que tu es capable d'investir aussi, mettre de l'argent sur la table pour toi, pour ta formation aussi, parce que tu as la formation personnelle qui rentre en jeu. Tout à fait. Et c'est important. La formation qui est déductible et qui en plus, si le formateur est agréé, peut permettre une prise en charge. Donc ça va être hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Et un crédit d'impôt en plus. Un crédit d'impôt formation du dirigeant. Donc formez-vous. Ouais, c'est clair. Et puis tous les ans, vous avez accès à un fonds de formation qui est non négligeable. Je crois que l'AFDAS, c'est un truc comme 6 ou 7 000 euros par an. Le FAF CEA pour les artisans, c'est de l'ordre de 3 500 euros. C'est quelques dizaines d'heures, enfin même une centaine d'heures, je crois. Oui, c'est une centaine d'heures à 25 ou 35 euros de l'heure. Donc voilà, ça va taper dans les 3 000 euros. Si vous y avez droit, vous cotisez pour ça, autant en profiter et l'utiliser, quoi. Oui. Sans parler du CPF, etc., tout le reste, ou Pôle emploi. Mais mine de rien, c'est vrai qu'on n'a pas, des fois on voit pas tout ce qu'on paye. Enfin, si on le voit, on le perçoit, mais on comprend pas pourquoi, et on comprend pas tout ce qu'on peut avoir en échange de ça, quoi. Ah oui. C'est vraiment intéressant de savoir à quoi sert ce qu'on paye. Et dans cette partie-là, effectivement, la formation, c'est hyper intéressant. Et pareil, cotiser à l'URSSAF, payer des charges sociales, comme disent les gens de droite, ça peut avoir un intérêt, notamment directement, c'est mieux de payer des charges sociales que de payer des impôts. Sur la charge sociale, c'est quelque chose qui vous appartient, qui vous est utile. C'est votre retraite, c'est votre prévoyance, ça peut être bien. Bon, il y a ce qui s'appelle la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est un impôt caché dans les charges sociales. Ça, c'est pas sympa. Mais le reste, ça vous est utile. C'est bien de cotiser. Ok. Il y a un autre truc on avait vu ensemble dans un des ateliers qu'on avait fait ensemble en vidéo sur faire son bilan comptable. Oui. On va pas trop en parler parce que je crois que l'atelier durait 1 heure et demie, voire même plus. Je crois qu'on a frôlé 2 heures parce qu'il y avait plein de questions intéressantes de gens qui participaient à l'atelier en direct. Donc je mettrai un lien pour les gens pour qu'ils puissent suivre ça si ça les intéresse en description de l'épisode. Le fait de faire un bilan, moi je peux témoigner du fait que j'ai calculé, ça fait 7 ans qu'on a monté la boîte, que ça commence à faire. Ça fait un cabis qui a 7 ans, c'est cool. Moi ça me permet d'y voir plus clair et d'avancer, mettre en place des stratégies. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est dans les grandes lignes pour les gens qui savent pas ce que c'est encore, qui connaissent pas? Alors ça, c'est hyper intéressant parce que le bilan comptable, c'est une corvée pour tout le monde et enfin pour beaucoup. Et on a l'impression que c'est une obligation fiscale uniquement et que ça sert à rien. En tout cas, on en a l'impression. L'idée d'un bilan comptable, c'est le terme est pas bon, on devrait dire état financier parce qu'il y a le bilan, le compte de résultat et les annexes. Et dans ces états financiers, vous avez du coup, pour une période donnée, à une date donnée, donc là par exemple on a beaucoup de bilans au 31 décembre 2023 qui vont être faits sur les bilans année civile, qui vont correspondre à la période entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. On va voir la performance, donc ça s'appelle le compte de résultat, et on va avoir le patrimoine, la partie patrimoniale, au 31 décembre 2023, donc ce qu'on appelle le bilan. Donc ce bilan et ce compte de résultat vont se compléter, d'une part par la performance avec le compte de résultat qui va être composé du chiffre d'affaires et des charges. Donc, du chiffre d'affaires, tout ce que vous avez rentré, enfin, on a même tous les produits en fait. Donc dans les produits, vous avez les remboursements de formation, vous avez les subventions que vous avez perçues, vous avez évidemment votre chiffre d'affaires, et on va déduire toutes les charges. Donc dans les charges, vos frais de fonctionnement, votre sous-traitance, l'amortissement de vos matériels. On va voir du coup une image de ce que vous avez gagné sur l'année. Et ce que vous avez gagné sur l'année, c'est hyper intéressant de pouvoir le décortiquer. Ah tiens, Paul, je gagne pas assez d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant de savoir qu'en fait, par rapport notamment quand on compare aux standards de la profession, de l'intérêt d'avoir un comptable qui a d'autres photographes, tu sous-traites beaucoup. Tu dis c'est super de faire 80 millions de chiffre d'affaires, sauf que si la moitié est fait par d'autres personnes que tu payes, tu sous-traites beaucoup, donc effectivement il faut voir si tu peux pas internaliser une partie. Ou à l'inverse, pour un photographe de mariage, tu fais tant de mariages par an, tiens, c'est bizarre d'avoir un chiffre d'affaires aussi faible pour tant de mariages par an, peut-être que tu factures pas assez ton mariage. Et du coup, savoir où part l'argent, savoir déjà au niveau du volume, si le volume du chiffre d'affaires est cohérent par rapport aux espérances, et ensuite la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, donc toute la déduction des charges. Est-ce que la rémunération est trop importante? Dans ce cas-là, on peut faire un seuil de rentabilité.
seuil de rentabilité, c'est connaître son chiffre d'affaires à produire pour avoir un bénéfice de 0. Donc, on va dire, tiens, j'ai besoin d'une rémunération de 2500 euros par mois, plus, voilà, mes frais, toutes les déductions des frais. Quel chiffre d'affaires dois-je faire pour m'en sortir? Donc ça, on peut le déterminer ensemble, c'est assez intéressant. Et donc, ce bilan comptable, ce terrible bilan comptable, tout le monde en a marre parce qu'en général, ça nécessite de donner des factures et chercher des factures partout. C'est un bel outil de gestion qui permet de savoir où est-ce qu'on en est, de se comparer par rapport aux objectifs et de comparer par rapport à l'année précédente. Donc, savoir où est-ce qu'on va. Et c'est de la même manière qu'on a le business plan, la partie chiffrée d'un projet de photographe ou de toute entreprise. Souvent, c'est un exercice où la personne peut chercher à l'optimiser ou l'embellir exagérément pour se dire qu'il va gagner plein d'argent. Parce que parfois, les business plans sont nécessaires pour le banquier qui finance un projet. Et il faut vraiment voir ça comme, d'un côté, un outil de communication, effectivement, pour dire à tout le monde qu'on va s'en sortir et prêtez-moi l'argent, s'il vous plaît. Mais c'est également un outil de gestion où on va pouvoir définir ensemble quel volume doit être réalisé, quelle marge doit être tirée. Donc, si je fais tant de chiffre d'affaires, combien est-ce que je donne à des sous-traitants sur le terrain, combien je donne à des sous-traitants post-prod, et vraiment où part l'argent, pour savoir où est-ce qu'on va. Parce que la grande problématique de photographe professionnel, c'est quand je pose la question, quel va être ton chiffre d'affaires en 2024 ? Ils ne savent pas du tout. Ils ne savent pas du tout combien de contrats ils vont avoir, s'ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, est-ce que ce projet corporate va aboutir ou pas, est-ce que telle chose. Mais par contre, la gestion des frais, on peut l'avoir. On peut déterminer assez facilement, en tout cas estimer assez facilement qu'est-ce qui va sortir. Les frais fixes, de toute façon, sera les mêmes. Dans tous les cas, vous allez payer Adobe, vous allez payer Photo Studio, le comptable, etc. Vous allez avoir du sous-traitant. Si jamais j'ai ce contrat-là, je vais avoir 40% qui va partir sous-traitant, 60% pour moi. Donc tout peut se déterminer. Et à partir de là, avoir un vrai outil de gestion, savoir où est-ce qu'on va et pouvoir calculer le temps qu'on y passe. Parce que la problématique chez vous, c'est que la variable d'ajustement, c'est votre temps et c'est votre salaire. Et plus on sait quel temps vous allez y passer et quel salaire vous pourrez en tirer, mieux vous vous sentirez, quoi. Ouais, carrément. Mais d'autant plus que là, à ce niveau-là, il y a une énorme erreur qu'on fait tous, c'est de penser justement que parce que ça reste de l'hypothétique, le fait de signer un client ou de bosser pendant tant de jours, on pense que c'est impossible. Mais tu l'as dit, le plus important, c'est ce business plan qui en fait est beaucoup plus utile que juste un plan de financement. C'est surtout une façon de se fixer des objectifs. Oui. Et en fait, parce que on n'a pas de visibilité dessus ou parce qu'on n'a pas les connaissances d'un marché ou ne serait-ce que combien est acheté une photo, un reportage ou combien peut payer un client, on lâche l'affaire, on oublie, on dit non, de toute façon c'est impossible. Mais en fait, si, c'est carrément possible. La preuve, il y a encore des gens qui le font. Moi, ça fait 7 ans que je le fais et ça fonctionne bien parce qu'en plus, à chaque fois qu'on a fait des business plans ensemble, moi je me rappelle le tout premier, je sais pas si tu te souviens, mais ce qui était assez marrant, c'est que le premier business plan qu'on a fait ensemble, c'était quasiment à quelques centaines d'euros près, c'est l'objectif, enfin c'est le bilan qu'on a fait. C'était assez modeste, mais du coup ça a permis de bien toucher. Et je pense que si j'avais été pas assez ambitieux au point de faire un business plan qui était assez ambitieux, mine de rien, pour un premier, je crois qu'on était à 30 000 euros par an, comme ça. Il y a beaucoup de photographes qui commencent, qui se disent jamais j'aurai 30 000 euros dans l'année de vente de photos. En fait, si je l'avais pas fait, je pense que j'aurais eu moins du coup. Parce que ça devient un peu, après là on tombe dans l'ésotérisme, et tu sais, le vision board. Oui, ça c'est ta partie. Ouais. Et encore, même pas. je l'attribuerai à quelqu'un d'autre, mais à d'autres personnes. Mais mine de rien, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est un peu comme, là on fait au moment dans cet épisode, on est au tout début de l'année, c'est la rentrée, on est le 8 janvier. Et tout le monde est dans les bonnes résolutions, tu commences à voir des gens faire des footings au bord de la route. Ah, mais moi je fais du sport là, c'est l'horreur. Non, sérieux, c'est chaud. et je te souhaite de continuer. Là, maintenant que tu m'as dit ça, je vais t'emmerder tous les jours pour savoir si tu continues. Et tout le monde est dans cette logique de se fixer des objectifs. Et c'est justement ça, c'est à ça que ça sert en fait un business plan. Et le faire avec toi, je trouve que c'est vachement bien. C'est pas pour te jeter des fleurs ou de faire de la pub comme ça, mais je trouve que c'est bien d'être accompagné par un pro qui a du recul à la fois sur cette profession, parce que tu commences à avoir une sacrée expérience dans ce domaine avec tous les photographes que tu as eu, beaucoup plus que beaucoup d'experts comptables en France. Mais en plus, tu as le recul des autres entreprises que tu as, qui sont pas de la photo,
Et au final, parfois, c'est même plus intéressant de s'inspirer de professionnels d'une autre profession que de sa propre corporation. Sachant que comme la corporation va pas super bien, parfois, quand on compare aux moyennes professionnelles, on se dit « Ah bah, t'es dans la moyenne, c'est bien toi au SMIC ». C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, disons, en travaillant autant, parce que vous faites beaucoup d'heures, les photographes, en travaillant autant et en galérant autant à faire du démarchage, etc., autant que ça sorte un peu, quoi. C'est clair. Et c'est une vraie problématique de devoir se réinventer, trouver la plus-value, trouver l'angle pour pouvoir gagner des marchés et facturer normalement les marchés. Parce que j'ai eu des cas de micro-entreprise où la personne faisait 16 mariages dans l'année et à 1000 € le mariage. C'est un peu dommage parce que tu facturerais normalement, tu aurais plus confiance en toi, tu facturerais mieux. Déjà, tu t'obligerais à avoir un niveau de qualité supérieur parce que tu dis, quand même, je facture un mariage 1800 €, il faut quand même que ça ait de la gueule. Mais après, tu la factures 1800 €, quoi. C'est hyper intéressant d'oser avoir un panier moyen élevé, oser faire du volume et oser faire du chiffre d'affaires, quoi. C'est là où la partie compta peut pas tant aider que ça, à part à vous fixer des objectifs qui sont le plus réalistes possible. Là où on peut vraiment être très, très efficace, c'est sur l'optimisation des frais. Dis-moi ce que tu payes, je te dirai ce que tu es, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'au final, ça aide beaucoup parce que le simple fait de dissocier, c'est un peu comme être schizophrène, mais avec les bons côtés du truc, quoi. C'est en gros, t'as ce côté, tu travailles pour quelqu'un, mais qui est toi, en quelque sorte, qui est ta boîte. Du coup, t'as des comptes à rendre. Tu vois, juste le simple fait de dire ça, en fait, parce que quand tu es indépendant, techniquement, t'as des comptes à rendre qu'à toi-même ou à tes clients. Il ne faut pas oublier qu'on est prestataire de service, peu importe notre statut, même quand tu es photojournaliste, tu bosses pour un magazine ou le lecteur du magazine, donc il ne faut pas oublier ça. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Mais le fait d'avoir ta boîte et d'avoir des comptes à rendre à ton comptable, à ta boîte, à quelqu'un d'extérieur, quelque part, je trouve que c'est vachement motivant au final. Beaucoup plus que ce qu'on imagine, parce que c'est un métier où on est seul déjà, tu le sais. Oui. C'est assez compliqué, tu l'as dit, la profession elle est un peu sinistrée, surtout à ce niveau-là, quoi. Socialement parlant, c'est compliqué. Après, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de confrères. En général, il y en a des super sympas, il y a des événements qui se mettent en place. Encore une fois, pour le photographe de mariage, il y a l'événement cocktail qui va être fait en février, où c'est une initiative assez originale de gens qui sont en concurrence frontale, qui disent tiens, on va se donner des tips. C'est osé, je trouve ça super beau. L'ambiance est hyper originale en plus. Je viens intervenir, on m'a dit Paul, donne pas un sujet chiant, parle d'un truc positif parce que on veut que ce soit pop, on veut que ce soit vraiment ambiance hyper optimiste. Et je trouve ça très très beau de la part de Cocktail. Et ça manque un petit peu aux autres professions de la photographie, même aux autres professions au sens large, quoi. Ouais. Je trouve ça hyper l'initiative très très bonne. Et effectivement, le souci que vous avez, c'est que entrepreneur de base, c'est solitaire parce que vous êtes le gérant et en général vous êtes assez vous êtes aux manettes, mais bon, à part l'expert comptable, vous n'avez pas grand monde à qui parler des soucis de gestion. Tiens, tel salarié me saoule, j'ai envie de le virer, tel client me met la pression, mais je ne peux pas m'en passer. Parfois, nous, on est un petit peu psy, quoi, parce que on ne peut pas aussi dire ça au banquier, parce que le banquier, sinon, il risque de pas mettre des découverts. Enfin, c'est assez... je trouve mon métier passionnant là-dessus, mais parfois, ça met un petit peu de pression. Et l'avantage qu'on peut avoir à vous rapprocher d'une structure comme DR ou comme d'autres associations, c'est de mutualiser les connaissances pour résoudre les problèmes individuels. C'est vraiment... parce qu'au final, les questions, c'est un peu souvent les mêmes. Ce qui se passe souvent, le problème, c'est les salariés. L'avantage des photographes professionnels, c'est qu'il n'y en a pas souvent. Mais dès qu'il y a un salarié, il y a un problème. Et après, il y a la problématique de financement, volume de chiffre d'affaires, frais, etc. C'est toujours le même problème. Il faut en parler à quelqu'un. Il n'y a pas de honte. On paye tous trop de frais bancaires. C'est tout ça. C'est vrai. Sauf les gens qui sont chez Conto. Après, ouais, tout dépend. Tout dépend du service. Moi, ma banque préférée du moment, là, c'est Crédit Mutuel, parce qu'ils répondent. Ouais, c'est un peu plus cher qu'ailleurs par rapport aux banques en ligne. C'est plus cher que les banques en ligne, mais t'appelles, ils répondent. Tout dépend ce que tu recherches comme un comptable. Moi, je suis plus cher que les banques en ligne, mais tu m'appelles, je réponds. C'est vraiment, ça dépend ce que tu cherches. Ouais, c'est vrai. C'est quoi le meilleur conseil que tu penses avoir donné à des photographes jusqu'à maintenant, le truc qui tu te rends compte que tu l'as dit plusieurs fois, justement parce que les questions étaient récurrentes et tu en face quelqu'un t'a dit ah ouais putain c'est vrai que merci de m'avoir dit ça parce que ça m'aide pas mal. Alors pour les micro-entrepreneurs, la problématique c'est le panier moyen.
C'est-à-dire s'assumer, t'es photographe professionnel, facture plus comme un amateur. Bon après, on peut lire ça sur beaucoup de groupes en ligne. Je pense au groupe d'Éric Delamarre en général. Limite, on se fait insulter si on dit pas qu'on a vendu son mariage 3000 euros. Il faut rester cohérent, mais il faut quand même essayer d'assumer un tarif sur lequel on peut vivre, quitte à vraiment faire de la qualité, vraiment s'éclater, se former pour savoir faire un truc qui déchire, mais pas se complaire dans le moyen de gamme. Il faut vraiment chercher à faire du mieux possible. Et récemment, là, le conseil que je donne pas mal, c'est ne pas hésiter à sous-traiter les tâches à faible valeur ajoutée et qui prennent beaucoup de temps. Donc dans la photographie, on a notamment la post-prod. Il y en a des photographes chez qui c'est justement leur plus-value, donc il faut qu'ils la gardent et ils post-prod comme jamais et ça rend extrêmement bien. Quand c'est une étape que vous faites pas, c'est pas votre spécialité, vous préférez être sur le terrain, vous préférez faire autre chose, faut pas hésiter à se rapprocher d'organismes qui peuvent faire de la post-prod pour vous. L'idée c'est de gagner du temps pour faire autre chose. Faire autre chose, de la prospection, c'est d'autres activités. Pourquoi tu fais pas un peu de corpo à côté, quoi. Voilà. Okay. Et toi, tu vas me parler de l'IA, etc. On peut imaginer de la post-prod par IA, ça se fait, j'ai des clients qui font. Ça vaut ce que ça vaut. Ça peut ne pas te plaire, mais pourquoi pas essayer. Ouais. Ah non, j'aurais pas forcément volontairement dit ça. Je pense que... Ah oui. Je vois toutes les factures, hein, je vois ce que les gens font. Et il y a de la post-prod par IA qui se met en place. Pourquoi pas? L'intelligence, c'est peut-être pas forcément là. Toujours mettre les mêmes... paramétrer pareil les photos et mettre la même vignette, au bout d'un moment, c'est peut-être le faire par IA, quoi. De toute façon, maintenant, les outils de post-production utilisent de plus en plus l'IA. Il y a Firefly pour Photoshop et tu as l'IA de Lightroom qui commence aussi à monter en puissance pour réduire le bruit numérique, ce genre de choses. Donc, c'est de l'IA. Et après, effectivement, avec Lightroom, tu peux faire du copier-coller de paramètres prédéfinis. Donc, effectivement, ça va vite. Et ouais, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai, tu as raison, le côté post-traitement, pas post-traitement, mais sous-traitance, on n'y pense pas assez. Après, le simple fait d'avoir un comptable, c'est déjà une sous-traitance en soi. Tout à fait. Mais être capable de sous-traiter à d'autres niveaux, peut-être les réseaux sociaux par exemple. Tu vois, oui, la partie com, ça peut être sous-traité. Faire son site, ça peut être sous-traité. Aujourd'hui, il y a des super prestataires. Ouais. L'idée, c'est de gagner du temps pour savoir, pour que vous ayez le plus de temps possible pour faire votre métier. Pour que vous puissiez le plus longtemps possible faire votre métier. Vous êtes le meilleur, là, vous avez la valeur ajoutée. Il faut gagner du temps pour le faire. Après, voilà, ça nécessite de faire un peu de volume, mais le volume, il faut le trouver, quoi. Ouais. L'idée, vraiment, un photographe aujourd'hui qui se lance, à moins qu'il ait des gros investissements à faire, en général, il se lance en micro-entreprise. Et je tiens vraiment à pas donner de conseils de surconsommation, de vas-y, monte une société, paye, et on verra si ça marche. Aujourd'hui, il faut tester le marché et ensuite voir les angles qu'on peut avoir au niveau de la progression. Et en général, quand la photographe dépasse la TVA et commence à avoir envie d'investir plus de matériel, il passe au frais réel. Mais une fois sur deux, quand je rencontre un photographe en visio, une fois sur deux, je lui dis surtout reste comme ça. Voilà, c'est vraiment reste comme ça, là c'est idéal. Une comptabilité ne servira à rien. Si tu as une question ponctuelle, moi je ne vais pas te répondre. C'est tout le temps la même question finalement, donc il n'y a pas trop de difficultés. Et par contre, une fois que tu es prêt, une fois que tu as dépassé tes volumes, une fois que tu as eu ce fameux contrat, une fois que tu as pris ce studio, vas-y, on fait une comptabilité au frais réel. Ouais. Ça, c'est une erreur que font pas mal de monde, je trouve, c'est le fait de se limiter en se disant, c'est un peu comme quand tu disais le fait de se facturer, de se sous-facturer. Ça, c'est déjà un problème. Mais en soi, c'est pas gênant dans le sens où d'abord il faut tester le marché et c'est ok de travailler même gratuitement parfois dans le but déjà de gagner en confiance, de gagner en visibilité dans le sens où tu peux montrer des choses que tu as fait. Personne se lance du jour au lendemain dans le mariage à 10 000 euros comme ça. D'abord, tu fais un mariage à 500, à 1000, à 2000, etc. Tu montes crescendo. C'est pareil en vidéo, c'est pareil dans plein d'autres trucs. Mais c'est bien aussi de se dire, je commence en étant auto-entrepreneur, enfin en micro-entreprise, avec un chiffre d'affaires pas super ambitieux, mais en se disant, le but du jeu, c'est de transformer ça en vraie entreprise derrière pour faire des choses plus ambitieuses. Bien sûr. J'ai eu plusieurs cas de personnes qui étaient à mi-temps dans un CDI et qui à côté faisaient de la photo. Ils testent la micro et jusqu'au jour où ils pensent qu'ils pourront lâcher leur autre job et vivre que de ça. Ouais. Et ça, c'est super beau. C'est vraiment hyper cool. Et là, je sers à établir le business plan.
pour savoir votre objectif, quoi. Ce qui est hyper sympa à faire. Super. Écoute, merci pour cet échange. Et puis, si c'est OK pour toi, je mettrai tes coordonnées Avec plaisir. dans la description. Les gens peuvent te contacter pour bosser avec toi et CF Expert, donc ta société. Oui. Et avec plaisir. De toute façon, je suis présent au Visa pour l'image avec DR chaque année. Je serai présent au cocktail, là. Donc, c'est le salon photographe de mariage qui aura lieu à Toulouse. Et voilà, de toute façon, on se voit assez souvent, donc facile. Super. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens du podcast. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.